Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Les secrets du crime. Pour ce podcast, je vous propose de revenir sur les plus grandes affaires criminelles françaises et étrangères et d'entrer dans les secrets du processus du crime, afin de vous expliquer comment des gens qui paraissent tout à fait ordinaires ont pu à un moment commettre les pires atrocités. La disparition de Delphine Jubilard, épisode 1. Dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, Cédric Jubilard, un homme âgé de 33 ans, appelle les gendarmes pour signaler la disparition de son épouse Delphine. Les gendarmes se rendent au domicile du couple, qui est situé à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, pour entendre la déposition du mari et immédiatement lancer les recherches. Mais au fil de l'enquête, la piste de la disparition va s'étioler et paraître de moins en moins crédible, et le 18 juin 2021, Cédric Jubilard est mis en examen pour meurtre aggravé sur sa compagne. Il est soupçonné d'avoir tué sa femme, d'avoir fait disparaître son corps et d'avoir couvert son acte pendant plus de 4 ans. Delphine Jubilard, de son nom de naissance Delphine Ossaguel, est née le 15 novembre 1987 à Gaillac. Au moment de sa disparition, Delphine a 32 ans. Elle aime les séries, la musique, la pâtisserie, mais surtout c'est une maman très dévouée qui vit pour ses 2 enfants. Cédric Jubilard, son mari, est âgé de 33 ans et il est artisan plaquiste. Delphine et Cédric se sont rencontrés très jeunes. Tous les deux sont à peine sortis de l'adolescence lorsqu'ils se rencontrent à une soirée d'anniversaire. Pour leur entourage, Delphine et Cédric forment un couple assez spécial. Delphine est une femme calme, douce, elle a très vite un emploi stable et veut s'installer pour fonder une famille. Tandis que Cédric est connu pour être plutôt provocateur, souvent en conflit avec ses proches. Il a passé une partie de son enfance en famille d'accueil, et dès l'adolescence, Cédric consomme de la drogue, surtout du cannabis, ce qui n'est pas du tout le cas de Delphine. Ils sont mariés depuis 2013. Leur mariage, c'est une cérémonie assez sobre, avec une quarantaine d'invités. Au moment de la disparition de Delphine, le couple a 2 enfants, un petit garçon de 6 ans et une petite fille de 18 mois. Delphine travaille de nuit dans une clinique comme infirmière, un métier qui est une véritable passion pour elle. Cédric Jubilard, qui travaille dans le bâtiment, a du mal à trouver un emploi stable. Il est plutôt du genre à enchaîner les missions intérim, mais il travaille, souvent avec des horaires assez difficiles. Depuis 2014, ils vivent dans un pavillon à Cagnac-les-Mines. De l'extérieur, on voit que la maison est en chantier, et c'est le cas de l'intérieur de la maison également. Il y a encore beaucoup de pièces en travaux. Ce chantier était d'ailleurs l'objet de disputes entre Delphine et Cédric. Elle s'impatientait de voir que son mari ne s'occupait plus du chantier et que la construction de la maison prenait bien plus de temps que ce qui était prévu. Cédric avait promis de la construire lui-même, mais au moment de la disparition, cela fait 10 ans que le chantier dure. L'autre sujet de dispute au sein du couple, c'est l'argent, comme cela arrive très souvent. En effet, c'est Delphine qui paye la plupart des charges du foyer. Déjà, Cédric est consommateur de cannabis et il dépense beaucoup chaque mois pour s'approvisionner. En plus, il n'a pas d'emploi stable, il ne peut pas subvenir à toutes les dépenses de la famille. Peu de temps avant la disparition, il était sur le point de signer un CDI et il était en période d'essai. Mais finalement, ça se passe mal et il annonce à Delphine qu'il ne va pas continuer cet emploi. Au cours de l'été 2020, Delphine dit à plusieurs de ses proches, ainsi qu'à Cédric, qu'elle souhaite divorcer. La semaine de sa disparition, on est au mois de décembre, Delphine est en congé. Elle voit à plusieurs reprises un amant avec qui elle entretient une relation depuis plusieurs mois. Elle a aussi rendez-vous avec son banquier afin de changer le code de sa carte bancaire, car Cédric l'utilise régulièrement, ce à quoi elle souhaite mettre un terme. Le 15 décembre 2020, donc le soir de la disparition, les 4 membres de la famille Jubilard dînent ensemble. Cédric dit qu'il sort ensuite se promener vers 22h. Il est d'ailleurs aperçu par une voisine et son téléphone est éteint à partir de 22h08. Il rentre ensuite chez lui et son fils vient lui faire un câlin, après quoi il va se coucher. Il dit qu'il a été réveillé dans la nuit par les pleurs de sa petite fille et à ce moment-là, il remarque que Delphine est absente de la maison. Il va vérifier la cave, le jardin, mais ne va pas plus loin. Vers 3h50, il retourne à la maison et rallume son téléphone. Il appelle Delphine à plusieurs reprises. Vers 4h, il envoie des messages à des amis de Delphine pour leur demander si elles savent où son épouse peut être. Et celles qui sont réveillées lui répondent et disent que non, Delphine n'est pas avec elle et qu'elles ne savent pas du tout où elle peut se trouver. Aux alentours de 4h10 du matin, il appelle les gendarmes qui se rendent sur place, mais cette nuit-là, il ne trouve rien. Dans la matinée du 16 décembre, Cédric se rend à la gendarmerie pour porter plainte et il appelle Delphine près de 200 fois dans la journée. Au cours des auditions, il évoque la possibilité que Delphine soit partie avec son amant.
Selon lui, elle aurait décidé de refaire sa vie avec un autre homme et l'aurait abandonné, lui ainsi que les enfants. Pour lui, elle ne souhaitait plus vivre avec sa famille et a voulu tout quitter pour recommencer à zéro. Mais ça, c'était la version de Cédric Jubilard. Avec les investigations, on sait que vers 22h, Delphine a envoyé une photo d'elle à son amant. Dans le message, elle lui dit qu'elle a hâte d'être avec lui. D'ailleurs, dans la journée, Delphine a également eu une discussion assez particulière avec la compagne de cet amant, puisque lui aussi était engagé dans une relation. Mais finalement, les enquêteurs découvrent que c'était une discussion très cordiale entre les deux femmes, où elles se mettent d'accord sur l'organisation de leur séparation respective. On sait aussi que le soir du 15 décembre, après le dîner, Cédric Jubilard s'est connecté sur Mythique sur son téléphone. Il semble donc que lui aussi était décidé à ce moment-là à faire de nouvelles rencontres. Le fils du couple est entendu par les gendarmes et il dit avoir entendu ses parents se disputer aux alentours de 23h. Des voisines du couple, une mère et sa fille, entendent aussi ce qu'elles décrivent comme des cris de femmes aux alentours de 23h. Le téléphone de Delphine est ensuite activé aux alentours de minuit 11 et vers 1h30 du matin, quelqu'un a utilisé la lampe torche de ce téléphone. Concernant l'appel qu'il a passé aux gendarmes, les enquêteurs se demandent pourquoi Cédric Jubilard a appelé le 17 aussi peu de temps après la disparition de Delphine. En effet, au moment où il les appelle, ça fait à peine 15 minutes qu'il a remarqué que Delphine n'était pas là. Autre point troublant, au moment où les gendarmes arrivent chez lui, il remarque que Cédric Jubilard est en train de mettre une couette dans la machine à laver, mais cette couette ne sera pas saisie. Les gendarmes constatent aussi que toutes les affaires de Delphine se trouvent à la maison. Il y a ses papiers d'identité, sa carte bancaire, son chargeur de téléphone. Par contre, le téléphone a disparu. La théorie selon laquelle Delphine serait partie en abandonnant ses enfants est contredite par tous ses proches qui disent qu'il est impossible qu'elle ait laissé ses enfants. D'ailleurs, elle avait déjà prévu les cadeaux de Noël pour ses enfants, ce qui indique qu'elle comptait passer les fêtes avec eux. Donc le fait qu'elle ait laissé toutes ses affaires et ses proches qui disent que c'est impossible qu'elle ait laissé ses enfants contredit la théorie de Cédric Jubilard. 8 jours après la disparition de Delphine, une battue citoyenne est organisée. Des centaines de volontaires vont chercher dans le village, autour de la maison, toute trace de Delphine. Cédric Jubilard y participe, mais il évite les journalistes qui sont également présents sur place. Une perquisition est aussi menée au domicile des Jubilard. Ils utilisent du Blue Star, c'est ce produit qui permet de détecter toute trace de sang, même ancienne, et même après qu'elle ait été nettoyée. Sur le pyjama de Cédric Jubilard, il retrouve une micro-trace de sang mélangée à une trace de sperme. Et il va expliquer cette trace en disant qu'elle a sûrement été déposée après un rapport sexuel qu'il a eu avec Delphine. Le téléphone de Cédric est placé sur écoute, son véhicule est géolocalisé, mais ces investigations n'apportent pas de nouvelles informations, on ne remarque rien de suspect dans les appels ou dans les déplacements de Cédric. Peu de temps après, il décide de se constituer partie civile. C'est un statut qui lui permet d'affirmer qu'il est victime indirecte de la disparition de Delphine. Ça lui permet aussi d'accéder au dossier et de demander des actes d'investigation. Parmi les autres personnes qui sont parties civiles dans cette affaire, on compte par exemple les frères et sœurs de Delphine et ses cousines. S'il a pendant longtemps évité les journalistes, finalement Cédric Jubilard a échangé avec certains d'entre eux. En particulier Ronan Folgoas qui est journaliste au Parisien. Après son entretien, Ronan Folgoas a publié un livre intitulé « Le mystère Jubilard ». Dans son livre, il raconte le contexte dans lequel il a rencontré Cédric Jubilard, qu'il a invité pour un apéritif. Il décrit aussi la maison des Jubilard, et en fait, l'intérieur contraste beaucoup avec l'extérieur. Le journaliste dit qu'il est reçu dans une maison plutôt agréable et bien décorée. Cédric Jubilard lui raconte aussi sa relation avec Delphine. D'ailleurs, au moment de l'entretien, Cédric est accompagné de sa nouvelle compagne qui s'appelle Séverine, dont je reparlerai plus tard. À la fin de la discussion, le journaliste a un avis plutôt mitigé. Il n'a pas l'impression d'avoir en face de lui un homme complètement abattu, mais plutôt quelqu'un qui essaye d'avancer et de refaire sa vie. La suite de l'affaire de la disparition de Delphine Jubilard dans l'épisode 2.